Bonjour, donc on va commencer cette séance donc, par des travaux dirigés. Donc on va commencer par un exercice, donc une application directe du cours. Donc, la série 2 d'électrostatique, de magnétisme. Alors, donc cet exercice en gros, donc on va le voir, donc c'est quelque chose qui est en quelque sorte à cheval entre la mécanique, donc le premier chapitre, et ce que nous avons déjà vu au niveau du second chapitre sur l'électrostatique. Et donc, ça concerne quelque chose de réel, c'est-à-dire la structure de l'atome, donc selon le modèle de Bohr. Bien, alors, l'énoncé dit, donc l'atome d'hydrogène constitué d'un électron de charge plus E, d'un noyau pardon, de charge plus E et de masse grand M et d'un électron de charge moins E et de masse petit m, donc, et l'électron étant en mouvement circulaire, donc l'électron va décrire un mouvement circulaire autour du noyau, d'accord, donc l'électron trouvé là, et donc on supposera que l'électron n'est soumis qu'à la force électrostatique exercée par le noyau, c'est ce que nous avons démontré en cours, d'accord, en calculant par exemple pour l'électron l'intensité de la force électrostatique. Et d'ailleurs, nous avons considéré donc un électron dans l'atome d'hydrogène sur la première orbite avec un rayon de 0,53 angstrom, si vous vous rappelez. Et donc, on était arrivé à la conclusion que la force gravitationnelle était exercée par donc la force gravitationnelle étant négligeable devant la force électrostatique. À cette échelle, bien sûr, de matière, parce qu'on voit la masse de l'électron est très faible, très petite, et donc on a trouvé dans quelque chose comme un rapport de l'ordre de 10 à la puissance 40. Bien, donc l'électron donc étant... Alors la première question montrait que le mouvement est circulaire uniforme et on exprime sa vitesse en fonction du rayon de trajectoire, de la charge élémentaire E, de la masse M et de la constante K. Donc, dans la première version de la série TD, donc j'avais mis epsilon 0. On va tout simplement utiliser K qui est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0. Donc, dont on a la valeur pour ne pas utiliser trop de paramètres dans les formules que nous allons établir. Bien, et donc l'électron se trouve sur une orbite, donc il est repéré par sa position suivant la ER, donc on va juste utiliser ER pour nous repérer, donc par la suite on ne va pas trop s'attarder sur ER ni Eθ, d'accord. Et donc le premier principe, la deuxième loi de Newton, ou le principe fondamental de la dynamique, me dit tout simplement que l'électron, la masse multipliée par le vecteur accélération de l'électron par rapport au repère galiléen R0 est égale à la somme des forces extérieures qui se réduit, dans notre cas, à l'attraction. Donc, on utilise ER juste pour montrer que la force étant dirigée, la force F étant dirigée dans le sens opposé à ER, d'accord. Et donc la force et le vecteur position sont de sens opposé, d'accord. Donc c'est moins K, E carré sur R E carré suivant ER. Donc, et l'accélération, de manière générale, elle a deux composantes, une composante normale, une composante tangentielle.
La composante normale, donc on le sait, c'est moins V carré sur R, ou moins R, aussi, moins R oméga au carré. Donc ça, on l'a vu en cours, en mécanique et en TD. Donc moins R oméga carré, suivant ER. Et la deuxième, donc on l'a définie tout simplement. Donc je vous ai dit, c'est pas la peine de... Donc la composante tangentielle de l'accélération, c'est d de V sur d de R. Donc en identifiant ces deux expressions, on aboutit donc déjà la composante tangentielle comme la force est suivant ER, la composante normale donc est suivant ER, ce qui veut dire que la composante tangentielle de l'accélération est en nul. Et donc, ça veut dire que d de V sur d de t, donc c'était d de V sur d de t, donc et non d de R, donc d de V sur d de t égale à 0, donc là c'est d de V sur d de t, d de V sur d de t égale à 0, d'accord? Et en identifiant les termes suivant ER, on a moins k e carré sur r au carré égale à moins v carré sur r, ce qui veut dire que mv carré, bien sûr avec le m, donc que mv carré sur r est égal à k e carré sur r au carré. Donc ça c'est simple, et donc ça nous permet par la suite, donc là on va simplifier par R, là il n'y aura plus de R, là ça va être à la puissance 1, et donc mv carré égale à ke carré sur R, ce qui veut dire que v carré c'est ke carré sur mr, et donc v égale à la racine, est égal à la racine de e multiplié par la racine de e carré fois k sur mr, et donc e carré va sortir, la racine de e carré c'est e, et donc on va obtenir v égale à cette expression-là, v égale à e fois la racine de k sur mr. Bien, alors par la suite, donc ça c'est assez simple, donc par la suite, donc on nous demande d'exprimer l'énergie cinétique. Et donc tout simplement l'énergie cinétique, E est égale à 1 demi de mv carré, et donc c'est 1 demi, donc on a déjà mv carré ici, d'accord? Il suffit de la multiplier par 1 demi, et donc ça va vous donner 1 demi de A de K, E carré sur R. Donc c'est K, E carré sur 2R. Et donc là, c'est assez facile. Donc c'est juste donc un petit passage de là à là. Donc c'est juste la définition de l'énergie cinétique. Bien, alors la troisième question, on vous dit, en appliquant le théorème de l'énergie mécanique, trouvez l'expression de l'énergie potentielle d'interaction électrostatique. En déduire l'expression de l'énergie mécanique totale. Alors, le théorème de l'énergie mécanique, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que le travail des forces extérieures, d'accord, il est égal à la variation de l'énergie cinétique. D'accord, donc dW est égal à F d de OM, d'accord, c'est égal à D de, ça c'est égal à D de EC. En principe, c'est donc déjà c'est D de EC, donc c'est la variation de l'énergie cinétique, donc dW, donc c'est D2 de EC, d'accord? Et en plus, on a des forces conservatives, d'accord? On n'a qu'une seule force qui est conservative, et donc ça veut dire que l'énergie mécanique est, est conservée, elle est constante, ça veut dire que D de EC est égal à moins D de EP, parce qu'on a EC plus
EP égale à une constante. Bien. Et donc, le travail élémentaire dW, c'est F scalaire D2OM. C'est le travail, en fait, nécessaire pour faire passer l'électron d'une position R à une position R plus D de R, tout simplement. Et donc, c'est pour passer de R à R plus D de R. Et donc, le travail, c'est F scalaire D de OM. Donc, F, c'est quoi? C'est moins K E carré sur R au carré suivant ER. Et D de OM, c'est tout simplement D de ER, c'est D de R suivant ER. Alors, ER, bien sûr, étant un vecteur unitaire, donc ER scalaire ER égale à 1, et donc là, le travail, ça va être donné par élémentaire, bien sûr, donc moins K, E carré sur R au carré, fois D de R. Donc là, on a D de EP sur D de R va être égal, donc en identifiant ces termes-là, on obtient D de EP sur D de R, donc D de EP sur D de R c'est égal à ce terme-là, c'est-à-dire à K, pas de moins, c'est la constante K, E carré sur R au carré. D'accord? Et donc, D de ER, c'est égal à ça, D de EP sur D de R égale à ça, ce qui veut dire que EP, c'est l'intégrale, EP, c'est l'intégrale de KE carré sur R au carré fois D de R. D'accord? Et donc, l'intégrale de 1 sur R au carré, l'intégrale de 1 sur R au carré, alors la dérivée de 1 sur R, c'est moins 1 sur R au carré. Et donc, l'intégrale de 1 sur R au carré, c'est moins 1. Ça va me donner, donc ça on le sait, c'est moins 1 sur R plus une constante. Et donc, vous obtenez une énergie potentielle, EP, égale à moins K, E carré sur R plus une constante. On peut bien évidemment obtenir le même résultat en supposant bien sûr que la force F dérive elle est conservative et on peut trouver une fonction EP telle que F égale à moins D de EP sur D de R. Et donc on va aussi trouver moins KE carré sur R au carré égale à moins D de EP sur D de R. Et donc on a EP égale à la même chose, moins KE carré sur R, plus une constante. On peut trouver la constante en faisant tendre R vers l'infini. Donc, quand R tend vers l'infini, l'électron est complètement indépendant du noyau. D'accord? Il n'y a plus d'interaction entre les deux. Il n'est plus lié au noyau. Donc, l'électron n'est plus dans l'atome. Et donc, l'énergie potentielle d'interaction doit être nulle. Donc, la limite, quand R tend vers l'infini de moins K, E carré sur R, c'est égal à 0. Et comme EP doit tendre vers 0, ça veut dire que la constante C doit être nulle. Et donc, on obtient EP égale à moins K, E carré sur
R plus une constante C qui est nulle. Et ce qui est intéressant, c'est que comme je l'ai signalé au niveau du cours, on obtient une énergie potentielle qui est négative. C'est-à-dire une énergie potentielle d'attraction. Donc on a une énergie potentielle d'attraction et qui est, par définition, qui est négative. Et donc, après, on a l'expression de l'énergie cinétique. Donc, on peut calculer l'expression de l'énergie totale, de l'énergie mécanique. Et donc, l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, c'est moins KE carré sur R. Donc, ça, c'est l'énergie potentielle. Et l'énergie cinétique, c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure. Donc, c'est KE carré sur 2R. D'accord? Et donc, ça vous fait... Alors, là, il est simple de voir que vous allez avoir K E carré divisé par R. Et là, qu'est-ce que vous allez avoir? Moins 1. Donc, KE carré sur R. Là, il y a un signe moins. Vous allez avoir moins 1 plus 1 demi. D'accord? Le deuxième terme, il y a 1 demi. Alors, moins 1 plus 1 demi, c'est moins 1 demi. D'accord? Donc là, ça vous fait moins 1 sur 2. Donc, ça vous fait moins 1 demi. Ça veut dire, donc c'est KE carré sur R multiplié par moins 1 demi. On obtient donc une énergie mécanique qui est égale à moins K E carré sur 2R. Alors, bien sûr, à la fin, la dernière question, donc on va calculer toutes ces quantités-là.